On poursuit cette émission avec David Reichmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur exécutif de création chez Ogilvy Paris et avec vous on va parler IA et DA. L'intelligence artificielle va-t-elle remplacer la direction artistique dans les agences? Votre agence justement Ogilvy Paris vient de produire pour la marque La Laitière un film. Alors un film qu'on va voir d'ailleurs dans lequel en fait l'IA a, vous allez me dire si je le résume bien, extrapolé en fait le décor qu'il y a autour du célèbre tableau de Vermeer qui lui a été peint il y a 350 ans si je comprends bien. C'est, pour faire simple, un peu comme une extension du tableau. D'abord, moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous a donné une idée pareille. Alors, il faut savoir que l'extension du tableau, elle a été faite déjà avec des gens derrière qui avaient le projet. On avait ce projet en tête très clairement. Ce qui nous a donné l'idée, c'est le fait qu'il y a eu cet essor là pendant tout cet été. Des intelligences artificielles qui génèrent des images. Et il y a eu notamment une intelligence artificielle que je vais citer qui s'appelle DALL-E, qui a créé, qui a proposé une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle l'outpainting. Et on s'est dit qu'on allait se servir en fait de cette fonctionnalité pour raconter une histoire plus vaste autour de la laitière, avec un positionnement de marque qui était intéressant, puisque vous la racontez que c'est si bon de prendre le temps, et donc de créer une scène où on étendait la laitière avec sa cuisine et des gens qui venaient la regarder en train de fabriquer en fait. Ce qu'on avait pu voir un peu dans les films finalement publicitaires. C'est ça, absolument. En fait, on a continué ce que faisait déjà la marque, mais cette fois-ci avec des moyens qui sont, on va dire, extrêmement nouveaux. Voilà. Mais pourquoi avoir fait appel pour ça à une IA et pas juste à des humains ? Alors parce que déjà, l'IA a une capacité, quand on parle de l'IA, c'est toujours pareil. Bah oui, c'est un peu impressionnant. Cette forme-là permet de créer, en fait, de vraiment copier le style de n'importe quel style artistique, en fait. Donc, utiliser l'IA pour le faire, c'est aussi, en un temps record, qu'on a réussi à le créer. Hein. Il nous a fallu, on va dire, un travail d'une journée et demie pour pouvoir réaliser ça. C'est tout ? C'est tout. Voilà. Ah ouais ? Très concentré, mais on l'a fait en une journée et demie. Donc c'est un travail qui a été assez à la fois intense, mais qui aurait demandé en termes de réalisation autre chose si on voulait aller le faire avec des humains. Cela étant, tout l'intérêt ici était de raconter quelque chose aussi qui faisait écho à une tendance technologique. L'intérêt de le faire avec des humains aurait été beaucoup moins intéressant, puisque on est là sur ce plateau pour en parler maintenant. C'est bien qu'il y a eu un engouement aussi et une tendance qui est en train de monter. Mais que je comprenne le processus créatif. Vous avez l'idée de faire cette extension du tableau. Ouais. Vous trouvez l'outil qui est DALL-E et l'outpainting. Derrière, comment vous le nourrissez ? Vous lui dites, tiens, voilà Vermeer, débrouille-toi ? Alors, c'est là où c'est intéressant. Déjà, nous, on a imaginé la scène, on l'a dessinée. Donc, avec les équipes, avec des directeurs artistiques, pour le coup. Donc, elle ne part pas d'une page vierge. Alors, on l'a dessinée, donc on a un projet dans la tête. D'accord. Ça, c'est la base. On se dit, voilà, on voudrait ça. On voudrait fabriquer ça. Ensuite, on va travailler avec l'IA comme si on fabriquait un puzzle. Donc, on va de proche en proche partir de la scène de Vermeer d'origine. Ouais. Et en fait, on va créer des blocs qui vont ensuite copier le style de Vermeer et on va lui donner des textes qui vont exprimer ce qu'on veut dans le tableau. Donc, par exemple, la première partie à droite de la laitière, on va lui dire en anglais des mots du genre, alors je traduis en français, par exemple, un mur de cuisine avec des outils et des casseroles en cuivre peints par Vermeer. Donc, on lui rajoute en plus le peint par Vermeer. Donc, elle va à la fois chercher le style de l'image dans laquelle elle se trouve et elle va faire des références. Et elle va créer une première portion. Donc, en fait, c'est comme un jeu. On va commencer à étendre progressivement. Mais parfois, et c'est là où c'est intéressant, elle fait des erreurs. Elle va nous proposer, l'IA va nous proposer des choses qui ne sont pas du tout adéquates ou des styles qui ne sont pas en rapport avec ce qu'on cherche à faire. Donc, c'est à nous de, à chaque fois, réexprimer, repréciser dans les textes qu'on écrit ce qu'on cherche. Et puis, on travaille aussi avec des références visuelles de Vermeer devant nous pour voir si les personnages qu'on est en train de fabriquer sont raccord avec l'époque et avec son style artistique. Donc, il y a tout un contrôle humain derrière l'équipe pour fabriquer ce que vous avez vu pour la laitière. Donc, c'est-à-dire que, pour résumer, le directeur artistique que vous êtes est à l'origine de l'idée.
l'IA exécute, mais sous contrôle. Elle exécute sous contrôle, et c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est ce que j'aime à dire, c'est plus qu'un outil, c'est un outil intelligent, donc qui va, en fonction de certaines contraintes, proposer des solutions auxquelles on n'a pas pensé, nous, quand on imagine le tableau, et qu'on va soit accepter, soit refuser. Et du coup, on va avancer comme ça progressivement, avec, comme si c'était un sparring partner un peu, pour construire l'œuvre finale. Et quel type de contraintes il peut y avoir? Les contraintes, c'est des contraintes très simples, c'est des contraintes de l'image. Par exemple, expliquer que à cet endroit-là, je veux une horloge, par exemple. Donc, il va se débrouiller parce qu'il y aura déjà toute une partie du tableau, c'est comme un puzzle. Donc, il va voir qu'il y a des gens à un endroit, qu'il y a des chaises, qu'il y a un mur. Donc, il doit imaginer une horloge, il va fabriquer une horloge, par exemple. Et l'horloge va peut-être pas nous satisfaire. Ça peut être une horloge qui va être, par exemple, trop luxueuse par rapport à un décor d'une cuisine. Donc, il va falloir redemander, repréciser, etc., etc. Donc, c'est là où elle propose des solutions, c'est là où il y a des contraintes qui la dépassent, puisque en fait, nous, on a des contraintes de sens que l'IA ne comprend pas, et donc c'est à nous, en fait, de les imposer. Dans la publicité, alors là, on a de l'image, mais souvent, on a quand même beaucoup de mots. Aujourd'hui, quelle est la possibilité pour une IA de s'emparer du vocable? Des mots aussi. Ouais. Alors, il faut savoir que le projet de Dall-E est issu d'un ensemble de projets qui s'appelle OpenAI, dans lesquels il y a aussi une intelligence artificielle qui est totalement dédiée au langage, qui s'appelle GPT-3 pour le petit mot. C'est moins sympa que Dall-E. C'est moins sympa que Dall-E. Et en fait, elle est capable, et d'ailleurs ça a été une avancée pour Dall-E, de comprendre en fait tout le langage naturel. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de programmer les intelligences artificielles. Vous lui exprimez les choses avec les mots les plus simples et elles comprennent. Donc c'est ça qui est une avancée. Donc aujourd'hui, il y a énormément de possibilités de créer des mots, des phrases, même des slogans. Il y a des exercices que font les IA, c'est-à-dire elles peuvent même créer des arguments publicitaires pour des produits. Vous lui donnez n'importe quel type de produit et elle peut vous créer des arguments de vente pour les produits. Donc la limite des IA là-dessus est, je dirais, pratiquement sans bord en fait. Donc ça va assez loin. Et parce que le langage naturel et les recherches qui ont lieu sur le langage sont très très anciennes aussi. Donc voilà, on peut s'accaparer en tout cas de vocables. Mais encore une fois, c'est toujours la même histoire. C'est quoi l'idée qu'il y a derrière? C'est quoi le concept que vont avoir les communicants pour l'utiliser? Et dans quelle mesure ça va faire sens? Parce que juste utiliser des IA pour faire la prouesse technologique, ça a peu d'intérêt en définitive. Mais néanmoins, ça pose quand même la question de la standardisation à un moment des contenus. Parce que si tout le monde utilise les mêmes IA, on peut logiquement penser que demain, tous les contenus créatifs seront les mêmes. Alors c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. On a déjà des standardisations de contenu en fait. C'est à partir du moment où vous avez un phénomène de démocratisation d'une technologie. Je prends l'exemple, je vais donner deux exemples. L'exemple du smartphone, par exemple. Les photos aujourd'hui ont été... il y a toute une vague de photos avec des filtres que vous avez retrouvés sur Instagram. C'est bien d'ailleurs que c'était devenu... Toutes les photos se ressemblaient avec des filtres sur les visages. Tout le monde est très beau, avec tous les défauts sont enlevés, etc. Donc il y a une standardisation déjà qui existe à partir du moment où c'est démocratisé. L'autre exemple, c'est aussi par exemple l'utilisation des gifs ou des mèmes, qui fait quand même qu'il y a dans les langages, sur les réseaux sociaux par exemple, beaucoup de choses qui se ressemblent, mais qui viennent servir évidemment des propos. Mais il y a ce phénomène fatalement qui arrive quand vous êtes en train de démocratiser et d'utiliser une nouvelle technologie. Mais qui vient justement changer les manières de se comporter et qui vient nourrir une nouvelle culture également. Oui, mais c'est pas un peu contradictoire avec le métier que vous faites, qui est de faire de la création, donc d'aller chercher une idée originale, de faire des choses qui n'ont pas encore été vues. Donc si on tombe dans un truc un peu standardisé, pour le coup, ça perd de son intérêt. Alors je pense qu'il faut faire la distinction entre ce que les gens vont pouvoir en faire. Donc là, je parle du point de vue de l'impact que ça pourra avoir culturellement sur la capacité que notre société, les personnes qui ne sont pas des professionnels de l'image, auront de créer pour la première fois des images
on va dire inédites quand même, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça apporte aussi des choses inédites, mais en même temps, on s'aperçoit que si on n'a pas quelque chose de très clair en tête, ça crée des choses assez standards parfois, et aussi assez jolies. C'est-à-dire que quand vous avez vu certaines IA qui produisent des choses aujourd'hui, beaucoup de choses se ressemblent parce que vous écrivez peu de mots. Je disais même l'exemple, c'est que si vous écrivez n'importe quoi, elle va faire quelque chose de joli même. Donc voilà, mais je pense que ça c'est une chose. De l'autre côté, il y a le métier, les professionnels qui eux doivent l'utiliser, on va dire à la fois avec, on va dire éthique déjà par rapport aux autres métiers pour être respectueux. Ensuite, d'une manière intelligente, c'est-à-dire au service d'une idée et pour créer des choses relativement nouvelles, inédites. Par exemple, une idée qui pourrait donner la parole à toute une partie de l'humanité et qui lui permettrait de s'exprimer avec des images, c'est quelque chose qui aujourd'hui est pas encore envisagé, mais qui pourrait être envisageable avec les IA. Qu'est-ce que ça apporte concrètement dans votre métier aujourd'hui d'avoir recours à ce genre de technologie ? Alors ça apporte beaucoup de choses, ça apporte déjà un potentiel totalement nouveau, c'est-à-dire que dès qu'on a une idée, même visuelle, on peut tout de suite la tester. En fait, c'est de l'ordre de la minute. Donc c'est un gain de temps considérable. C'est un gain de temps considérable. Ça change aussi la manière de produire. On peut imaginer demain créer ce qu'on appelle des moods, des mood boards, c'est-à-dire c'est un peu technique, c'est-à-dire des ambiances en fait de ce qu'on a envie de faire et les écrire très vite. Ça va sans doute révolutionner aussi l'industrie de ce qu'on appelle l'image de stock. Donc beaucoup de directeurs artistiques connaissent la problématique en agence de la recherche fastidieuse qu'il y a à trouver la bonne image pour exprimer ce qu'on veut dans les banques de stock d'images. Ouais. Hier, je crois que Getty a annoncé l'interdiction de mettre sur sa plateforme des images d'intelligence artificielle, enfin générées par les intelligences artificielles. Il y a un modèle économique et toute une industrie et des problèmes aussi légaux qui sont en train de faire surface, mais qui vont sans doute remodeler la manière avec laquelle l'industrie créative, en tout cas, travaille. Et donc, ça change aussi dans nos métiers la manière donc de concevoir, d'avoir une manière de produire, peut-être parfois plus efficace, plus rapide, mais aussi, encore une fois, je l'explique, je le redis, c'est vraiment, est-ce que ça fait sens avec les idées? Est-ce que ça va dans la bonne chaîne de production et de valeur? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Ça peut changer aussi les profils des directeurs de création, c'est-à-dire d'avoir des profils plus technologiques? En fait, j'ai envie de dire, c'est une révolution ce truc, on va être honnête. La vraie question est de savoir si on veut l'embrasser, la comprendre, se l'accaparer, la contrôler, la maîtriser pour en faire quelque chose de plus grand et d'intéressant, surtout dans nos industries, ou si on veut en fait lutter contre et se dire en général ça marche pas très bien. Mais... Voilà, c'est de dire Internet ça va pas marcher, ou que l'image de synthèse c'est pas quelque chose d'intéressant, etc. Donc il y a eu beaucoup de révolutions. Plus anciennement, c'est pratiquement opposé le cinéma aux autres formes d'art, etc. dans le passé. Donc il y a une avancée, il y a un changement profond qui va se produire dans les formes créatives et aussi artistiques et la manière avec laquelle on va produire des images. Ça, c'est inéluctable. Encore une fois, ce que ça change dans nos métiers, c'est aussi le contrôle. Parce qu'en fait, pour l'instant, on est encore dans une époque où il faut avoir la main sur ces IA. Elles peuvent fabriquer des choses intéressantes, mais il faut vraiment être dans le contrôle pour faire ce qu'on veut et pour accomplir en fait le projet qu'on a en tête. Ce que je dis toujours, c'est que c'est le plus grand danger des IA, c'est de ne pas avoir un truc très précis en tête et de se laisser aller. Finalement, c'est l'IA qui vous contrôle et c'est pas vous qui faites en fait vraiment quelque chose d'intéressant avec. Quelles sont les limites que vous voyez aujourd'hui et qui peut-être demain seront levées ou pas d'ailleurs? Les limites aujourd'hui, s'il y en a, c'est d'aller plus loin. Il y a la vidéo, le film. Imaginez demain, vous pourriez écrire un scénario, le scripter et en fait le faire rendre peut-être en première intention par une IA. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver, qu'on ne sait pas encore faire, mais c'est en train de se mettre en place. Donc l'industrie
se met dans cet esprit-là. Les contraintes aujourd'hui sur les IA, c'est encore une fois des contraintes dues à la manière avec laquelle elles fonctionnent. C'est-à-dire, elles ont du mal à rendre convenablement certains visages, les mains. Enfin, il y a des trucs d'ailleurs qui font que quand on le voit, il y a des aberrations visuelles. Et on se dit, bah tiens, ça a été généré par une IA. Et évidemment, c'est des choses qui vont s'affiner dans les mois, dans les années qui viennent. Vous pensez qu'un jour, on arrivera à un stade où on n'aura plus qu'à donner le brief client à l'IA et elle se débrouillera, ou ça, c'est vraiment extrapolé Je pense que ça, c'est un fantasme, pour être très honnête. Parce qu'en fait, ce que je disais tout à l'heure, cette notion de contrôle, elle est hyper importante dans notre industrie. C'est-à-dire que faut pas oublier que c'est un outil peut-être de nouvelle génération, c'est un outil intelligent, mais ça reste un outil intelligent. Ça reste un outil. Donc un outil. Mais ça ne remplace pas un être humain. C'est-à-dire que la démarche intellectuelle, la démarche créative, elle n'est pas remplaçable. Donc c'est pour ça qu'il faut bien savoir qui fait quoi dans l'affaire. Le cas de tout à l'heure dont on a parlé de la laitière, c'est exactement ça. On a un vrai projet. Non, on n'a pas dit à une IA, fabrique-nous une extension, et on l'a laissé, on est revenu, on a pris un café. Et c'est terminé. Voilà, donc c'est vraiment ça l'histoire. Il y a cette prise de contrôle et cette nouvelle manière de travailler, je dirais, qui, elle, est intéressante et qu'il faut, j'ai envie de dire, embrasser, en tout cas, qu'il faut prendre aujourd'hui pour pour la pousser et pour en voir qu'est-ce qu'elle peut nous amener dans l'industrie créative aussi. J'ai lu une déclaration de vous. Vous avez dit, en jouant avec l'innovation, le design et la narration, je m'égare chaque jour dans la zone à risque. C'est quoi la zone à risque ? Alors, la zone à risque, c'est le moment où, ce que je disais tout à l'heure, où en fait, faut être bien sûr de qui fait quoi en fait. Est-ce que c'est vous qui êtes en train vraiment d'être en plein contrôle avec un projet très clair, ou est-ce que c'est l'IA qui est en train de vous emmener dans ce qu'on appelle des surprises? Parfois, c'est super aussi d'un point de vue créatif de se laisser un peu surprendre par justement des choses qu'on n'attendait pas. Mais il faut être prêt à accepter ça et à composer avec. Ce qui n'est pas complètement, on va dire, raccord avec aussi ce qu'on fait dans nos métiers, parce que nos métiers, c'est aussi avoir une ligne directrice très forte, avoir des convictions et aller au bout. Et voilà, il faut juste savoir les gérer et savoir où on va, encore une fois. Merci beaucoup David Reichmann. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif de création chez Ogilvy Paris. Tout de suite, on va parler e-sport avec le président de France e-sport. C'est un entretien qu'on a enregistré il y a quelques semaines.